Vous arrivez à voir en plein écran, s'il vous plaît? Oui, docteur. Ok, donc je reprends rapidement puisque j'ai déjà expliqué c'est quoi le concept de la titration. Donc c'est afin d'avoir la posologie usuelle qui sera efficace pour soulager le patient. Donc on commence par des doses jusqu'à soulager le patient, des doses initiales. Donc pour les titrations antérieures, donc si soulagement efficace, mais trop d'effets secondaires, donc il faut adapter la thérapeutique, c'est-à-dire soit on change carrément ce qu'on fait une rotation, on va voir c'est quoi une rotation morphinique, ou bien le contraire, c'est-à-dire essayer juste d'adapter la posologie. Donc, quels sont les points clés pour la titration? Donc, il ne pas s'attarder sur une posologie qui est inefficace, c'est-à-dire qu'il faut passer rapidement à une posologie plus supérieure. Donc, et on n'a pas de limite supérieure si le contrôle des effets secondaires est suffisant. Donc, il n'y a pas de limite comme les autres antalgiques, par exemple, le paracétamol à 4 grammes ou bien le tramadol à 400 grammes. Non. Donc, tant que les effets secondaires sont gérés, et ils sont tolérés pour le patient, on n'a pas de limite supérieure par rapport à la dose si on prescrit les morphiniques. Donc, c'est quoi la rotation? Pourquoi on change la morphine vers le fentanyl, par exemple? Donc, c'est cette possibilité de passer d'un opioïde A à un opioïde B, toujours les opioïdes forts. Donc, la rotation des opioïdes, on parle des opioïdes forts, donc c'est le palier 3. Donc, voir un opioïde C pour revenir aussi à un moment un opioïde a initialement prescrit. Pourquoi? Donc, c'est afin d'améliorer le contrôle de la douleur et la tolérance. Donc, vous voyez, donc c'est les deux paramètres, soit le soulager le patient, soit c'est-à-dire la tolérance, c'est-à-dire c'est les effets secondaires. Donc, chez les patients avec des effets indésirables, rebelles, résistants à un traitement symptomatique adéquat. Je m'explique. Par exemple, si je prescris de la morphine, par exemple, je suis efficace, mais il y a l'installation de cette constipation qui ne cède pas, ce traitement symptomatique. J'arrive pas à soulager le patient sur le plan constipation. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une rotation, je change. Au lieu de donner de la morphine, je donne par exemple le fentanyl transdermique, les patchs, afin d'éviter la résistance à un traitement symptomatique adéquat. Donc, les effets secondaires, quand on a recours à cette rotation des opioïdes, donc quand les effets secondaires sont incontrôlés, donc après analyse de leur cause et l'état physiologique du patient, bien évidemment, si par exemple le patient il fait une occlusion, par exemple, ou bien un syndrome subocclusif, donc on doit impérativement traiter l'étiologie, c'est-à-dire ne pas s'amuser à changer la morphine parce que la cause et l'étiologie de cette constipation ou bien arrêt des matières, c'est une subocclusion. Donc, c'est un truc mécanique qui n'a rien à voir avec les effets secondaires de la morphine. Ou bien, donc, on a deux situations, soit les effets secondaires ou bien une analgésie insuffisante malgré l'augmentation des doses. Donc, les bases pharmacologiques à connaître, quelles sont les interactions différentes avec les récepteurs? Voilà. Est-ce qu'on va cibler les récepteurs mu, delta, kappa? Le métabolisme qui diffère d'un opioïde à un autre. Donc, est-ce que cet opioïde a un métabolite actif ou non? Et bien aussi, il faut prendre en considération le phénomène d'accoutumance croisée partielle entre les opioïdes. Donc, il faut faire très attention par rapport à cette notion, c'est l'accoutumance, c'est-à-dire croisée entre la morphine et l'oxycodone, par exemple. Euh, c'est une accoutumance, c'est-à-dire le patient a recours à réclamer cet opioïde à des doses très fortes. C'est ça ce qu'on appelle l'accoutumance. C'est-à-dire pour avoir le même effet thérapeutique, on a tendance à augmenter les doses des morphiniques c'est-à-dire qui définira l'accoutumance croisée. Quels sont les signes de surdosage? Il faut impérativement les connaître aux opioïdes, aux morphines. Donc le malade, il vient somnolent. Il y a une myoclonie avec le patient. Le patient, il est confus, il hallucine, il dit que je vois des choses, donc c'est des cauchemars aussi. Et le signe de surdosage, c'est-à-dire le plus dangereux, c'est une pause respiratoire causera, si on n'intervient pas rapidement, le coma cérébral. Donc, qu'est-ce qu'on fait devant les signes de surdosage? Donc, on a la prescription de ce qu'on appelle le naloxone, qui est l'antidote, pardon, de la morphine. Donc, c'est médico-légal.
la morphine, si elle est prescrite, on doit avoir son antidote systématiquement à l'hôpital, puisque les morphiniques, en général en Algérie, ce qu'on appelle, c'est un circuit très codifié, très rigoureux, donc on ne trouve pas la morphine dans les officines, c'est-à-dire dans les pharmacies. Donc les morphiniques qui sont prescrits en général dans des centres spécialisés antidouleurs, des centres cancéreux par exemple, avec ce qu'on appelle un carnet à souche. Donc c'est une ordonnance qui est référencée et qui est sécurisée en 3 exemplaires, voilà, afin d'éviter les détournements de cette classe thérapeutique. Voilà. On a autre antalgique, le néfopam, qui est largement utilisé dans les urgences. Le néfopam, ce que vous connaissez tous, c'est l'acupan. Donc, il est classé comme antalgique avec une dose maximale de 120 mg par 24 heures. La voie intraveineuse, c'est 20 mg toutes les 4 heures. On peut l'utiliser. La voie IM, toujours 20 mg chaque 6 heures. Donc, comme effet secondaire, il peut provoquer aux données des sueurs, des palpitations, une somnolence, des nausées, vomissements. Donc, il faut toujours mettre le patient en décubitus afin d'éviter la survenue de ces effets secondaires. Voilà, en décubitus ventral pour éviter la survenue de ces effets secondaires. Donc, il faut tenir compte des associations donc, entre médicaments qui ont cette particularité ou bien efficacité ou bien sensibilité anticholinergique afin d'éviter la potentialisation de cette activité anticholinergique. L'améopa, donc c'est un mélange équimoléculaire d'oxygène et protoxyde d'azote qui a une action très rapide en 3 minutes. Et là, comme effet secondaire, c'est l'euphorie, les modifications des perceptions sensorielles, les rêves aussi, les paresthésies. Donc, ça touche en général les mains et la bouche, avec approfondissement de la sédation. Donc, d'ailleurs, on l'utilise pour la sédation, donc avec des sensations vertigineuses et des nausées qui peuvent être provoquées par la myopathe. Quels sont les principes de prescription des antalgiques? On a toujours à préférer la voie orale et non pas la voie intraveineuse. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, on va essayer toujours de garder le patient vigilant et si tu vois qu'il est non invasif, qui est donné à un intervalle régulier selon la pharmacocinétique de chaque spécialité et ne pas attendre la réapparition. C'est très important ce principe-là, c'est-à-dire ne pas attendre la réapparition d'une crise ou bien un accès douloureux pour donner la dose suivante. Si on suit l'antalgique qui est donné chaque 6 heures ou bien chaque 4 heures, on le prend chaque 4 heures et on n'attend pas à ce que la douleur réapparaisse. Donc, la répartition au cours du nectémaire permet une analgésie sans passer à vide, c'est-à-dire sans couvrir donc, les accès douloureux, en évitant les effets secondaires qui sont liés à forte dose. Donc, selon l'intensité de la douleur, on doit prescrire l'antalgique adéquat et de façon adaptée aux besoins individuels. Donc, on n'a pas de dose. S'il vous plaît, vous veuillez juste m'excuser 10 secondes. Hein, 10 secondes, je m'excuse. Donc, désolé. Donc, pour les façons à adapter aux besoins individuels, donc on n'a pas de dose standard. Donc, chaque patient a sa propre dose d'analgésie. Donc, il faut valider les attentes et les besoins de chaque patient. Donc, si douleur intense, il faut commencer d'emblée par un antalgique fort et pas de dose maximale pour la morphine, comme je viens d'expliquer. Donc, avec toujours, il faut garder dans l'esprit que il faut informer le patient sur
la prescription, c'est-à-dire les médicaments qu'il est en train de prendre, les effets secondaires, quand est-ce qu'il doit reconsulter, est-ce que le patient prend réellement son traitement, c'est ce qu'on appelle l'observance du traitement, et expliquer c'est-à-dire le type de douleur et les traitements aux patients, les règles de prise et comment prévenir les effets secondaires. Donc, pour les douleurs neuropathiques, donc, il y a une douleur secondaire, soit une lésion ou bien une maladie affectant le système somatosensoriel. Donc, dans le cancer, c'est une douleur mixte. En général, c'est à l'associer une douleur nociceptive et neuropathique. Le zona aussi, le diabète, dans des douleurs neuropathiques et les pathologies neurologiques en général. Le traitement, on a une approche globale individualisée, donc à savoir les antidépresseurs tricycliques, les antiépileptiques ou bien les opioïdes forts. Donc, ou bien aussi, on a recours parfois pour le traitement locaux, à savoir l'emplâtre de la lidocaïne et la capsaïcine. Le traitement co-analgésique, c'est quoi la co-analgésie? Donc, on a à prescrire un antalgique avec une autre classe thérapeutique afin, c'est-à-dire de soulager le patient, on a vu c'est-à-dire au début du cours que la physiopathologie, elle est multifactorielle. Donc, on a recours à prescrire avec les antalgiques, pardon, des antidépresseurs, des antispasmodiques ou bien des myorelaxants. Tant pour les antidépresseurs, ils ont comme action, elles corrigent l'insuffisance en amine biogène au niveau des synapses encéphaliques. Donc, on a deux types de groupes plutôt. Donc, les EMAO, vous connaissez les EMAO, c'est les inhibiteurs de monoamine oxydase, et les tricycliques, plus de nouvelles familles, ce qu'on appelle les non-EMAO et les non-tricycliques. Donc, ils ont leur indication, ils trouvent leur indication première de soigner le syndrome dépressif en diminuant les symptômes, à savoir la tristesse, la perte d'intérêt, l'insomnie et l'anorexie et le ralentissement moteur et psychique et l'apathie. Pour la douleur neuropathique, dans le cadre de l'analgésie, ils sont utilisés dans les algés rebelles pour traiter les dépressions réactionnelles au phénomène douloureux et peut-être pas une action ontalgique qui est encore non démontrée. Les antispasmodiques, donc ils agissent au niveau des muscles lisses du type digestif, donc des voies urinaires et le muscle utérin. Donc il existe deux familles des antispasmodiques. On a les musculotropes et les anticholinergiques. Très rapidement, les anticholinergiques font la différence puisqu'ils vont entraîner le ralentissement de la vidange gastrique, qui diminue les sécrétions gastriques, salivaires et lacrymales et sudorales. En plus de leur réaction de départ, donc ils vont aussi permettre une résorption digestive très rapide, mais qui entraîne une inactivation hépatique partielle. Donc, ils passent tous de la barrière placentaire et vont dans le lait maternel. Donc, il faut faire très attention chez la maman qui allait ou bien la maman enceinte. Donc, l'indication dans le traitement de la douleur, donc, ils sont utilisés dans les syndromes douloureux des voies digestives en général, urinaires, biliaires et de la sphère génitale, mais aussi dans la prémédication anesthésique pour la protection des patients cardiaques vagales. Les myorelaxants, donc ils ont cette action de myorelaxation musculaire par l'inhibition réflexe médulaire postsynaptique ou au niveau réticulaire. Donc certains ont une action antispastique surajoutée. Ils trouvent leur indication dans le traitement de la douleur, donc des affections rhumatologiques à type contracture musculaire douloureuse, au cours des affections vertébrales aussi, donc comme la torticolis, les dorsalgies et les lombalgies, dans les états spastiques ou dans aussi les dysménorrhées, et ils sont de plus en plus utilisés dans le traitement des états spastiques de la sclérose en plaques. En conclusion, donc on a plusieurs principes actifs avec de nombreux médicaments qui nécessitent impérativement de mieux comprendre les mécanismes d'action de chaque médicament afin de mieux prescrire l'antalgique le plus approprié pour la douleur adéquate. Et je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis à l'écoute. Allô? Vous n'avez pas de questions, s'il vous plaît?
Pou- Docteur, Pouvez-vous me réexpliquer quoi? l'accoutumance. L'accoutumance, c'est comme si on prescrit pour soulager une douleur quelconque. Par exemple, je prescris la morphine, par exemple, à 30 milligrammes. Donc, l'accoutumance, c'est quoi? C'est-à-dire pour avoir le même effet antalgique, c'est-à-dire avoir le soulagement de cette douleur, le patient a tendance à augmenter les doses, c'est-à-dire passer à plus de 30 milligrammes par exemple par jour, afin d'avoir la même sensation de soulagement et d'analgésie. C'est ça l'accoutumance. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que euh, vous m'avez compris, j'ai bien répondu à votre question ou bien non? Oui, docteur, c'est clair, merci. C'est parce que vous avez d'autres questions. Donc, et qu'est-ce qui fait donc, il y a cette notion d'accoutumance et de dépendance. Donc, l'accoutumance, en général, elle permet de s'adapter à un environnement parfois qui est hostile, c'est-à-dire c'est un processus de défense. Par contre, la dépendance, par préférence, donc la dépendance, c'est-à-dire la dépendance juste à la molécule et non pas pour avoir un effet souhaité. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire la dépendance, je dépends de la morphine sans avoir recours ou bien dans le subconscient que je dois être soulagé, c'est-à-dire je prends de la morphine pour me soulager, mais je prends la morphine parce que je dépends de la morphine. Mais l'accoutumance, c'est-à-dire c'est le fait d'avoir toujours recours à augmenter les doses pour avoir l'effet analgésique. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc je vous souhaite bonne fin de journée. Salam alaikum ou salam alaikum. Je vous enverrai le cours tout de suite avec la, la déléguée. Ah, il y a une autre question. Merci, docteur Saïd. OK, merci à vous tous et salam alaikum.